Nous allons accueillir sur la scène la modératrice Helen Rosner, donc écrivaine et journaliste, gagnant du prix James Beard. Elle va nous présenter donc le nouveau sujet de ces panels, une nouvelle ère de la restauration. Donc, comme Mitchell vient de dire, je suis Helen Rosner, je suis écrivaine, journaliste ici à New York, et j'ai le grand honneur de partager cette scène dans quelques instants avec trois titans du monde de l'hospitalité. Alors, je vous invite à me joindre sur la scène. André Terraille, du Tour d'Argent, à Paris, Daniel Mayer et Raphaël Rajmo, qui et de Shakespeare. Bienvenue sur la scène. Donc, on a beaucoup de choses à se dire sur la nouvelle ère de l'hospitalité. Je crois qu'on va jouer sur les mêmes touches qu'on vient d'écouter dans les deux panels précédents. On va se centrer en particulier sur la signification de l'hospitalité à notre époque et les instruments qui nous sont disponibles, comment les convives, comment les restaurants ont changé, comment les enjeux le jeu des pouvoirs ont changé. Peut-être que vous pouvez tous parler des attentes différentes aujourd'hui. Peut-être que chacun d'entre vous peut nous parler de l'hospitalité aujourd'hui et le contexte de son changement depuis quelques années. Qu'est-ce qu'est devenu l'hospitalité à présent qui n'existait pas il y a quelques années. Danny, je dois toujours tout de suite dire que je suis très heureux de me trouver, de vous voir à New York réunis. Je crois qu'on se trompe en disant que l'hospitalité a vraiment changé, parce que l'hospitalité a toujours été c'était comme un câlin. Si vous voulez en recevoir, il faut le donner. Et si vous sortez dans les restaurants, c'est comme toujours. Les gens doivent sentir que vous êtes heureux de les voir et que vous avez vous leur avez fourni une expérience sur mesure où en échange de l'argent qu'ils nous donnent, ils reçoivent, on leur donne un câlin. Et puis la nourriture, c'est simplement un ajout à ce geste. Donc c'est vrai que on est au confluent de l'hospitalité, de la technologie, mais quand vous pensez aux parties prenantes aujourd'hui, nos convives, les journalistes, nos communautés, nous avons tous reçu des instruments pour savoir plus de choses sur nos convives que précédemment. Il y a, dans le passé, on prenait quelques notes sur un carnet de notes. Toutes nos vies tournaient autour du restaurant. On vivait au-dessus du restaurant. Et depuis quelques années, avec les réservations en ligne et d'autres moyens, on n'a pas d'excuse pour ne pas faire une expérience sur mesure. Et quand on fait une expérience sur mesure, on parle moins de l'échange économique, purement commercial. Donc la technologie, c'est un écran de fumée. Il y a trop d'informations sur trop d'endroits, il y a trop de gens qui écrivent, trop de confusion sur comment passer mes moments précieux vital. En fin de compte, quand je vais dans un restaurant, rien ne compte. Les tweets, les Instagram, les revues Yelp, les revues TripAdvisor, rien ne compte. Car une fois que je suis dans un restaurant, je veux exactement ce que je voulais il y a 30 ou 40 ans. Mettez quelque chose de bon dans mon assiette, quelque chose de délicieux dans mon verre, et faites semblant d'être heureux de me voir. Alors je veux dire, plus ça change, plus c'est la même chose. Et donc, Raphaël, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit. Pour moi, l'hospitalité a vraiment changé, a beaucoup changé. Et en ce moment, l'hospitalité est vraiment c'est une question de la mise en scène.
Et la cuisine, c'est toute l'attention sous-jacente. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le monde place tout dans le nuage. Tout devient immatériel, numérique. On a besoin de quelque chose qui est une valeur vraie, qui nous met en connexion. Et c'est quoi? C'est la cuisine. C'est la nourriture. On a besoin de quelque chose de naturel. Donc, à propos de la numérisation, bien sûr, ils nous fournissent beaucoup d'informations, même trop d'informations. Mais pas par pas, nous entrons dans une ère nouvelle et on trouvera la manière d'y faire face. Les gens ont beaucoup d'informations sur tous les restaurants et ceci a changé le niveau d'importance des guides. Tout le monde a des informations sur les restaurants. Je me trouvais en Croatie et il n'y avait pas de guide Michelin. Je ne savais rien à propos de ce qu'il y avait autour de moi. Je cherchais un restaurant. Alors, que faire? Vous recherchez sur Google et vous trouvez des restaurants partout. Avec cette information, donc des conseils importants, des suggestions, vous pouvez prendre toute cette information, mais après il faut tout de même prendre une décision et y aller. André, vous êtes dans un restaurant qui existe depuis 400 ans. Je ne peux pas décrire 400 ans d'activité dans ce restaurant, mais j'y suis depuis 10 ans. L'hospitalité prend une très grande envergure. On est plus un restaurant-hôtel, mais quand vous cherchez la signification du mot hospitalité, ça veut dire accueillir une personne. Et depuis très longtemps, en comparaison avec les tendances de consommation actuelles qui durent quelques minutes, nous avons la chance d'avoir nos clients avec nous pendant un bon moment. Et c'est le sens du temps qui est crucial. Dans notre restaurant, ça peut aller de 1h30 à 4h. Donc c'est une opportunité merveilleuse. Donc, de gagner pour vous, vos clients, mais comme on disait tout à l'heure, on est tentant de définir l'hospitalité. C'est simplement une question d'utiliser la nourriture et le vin, les bons vins, pour gagner l'attention des convives. Mais comme Will disait tout à l'heure, c'était une question, il y a beaucoup de définitions, de lire par exemple l'attitude des convives dans la salle ou de faire des recherches. Et quelle est l'importance pour vous et vos restaurants de savoir qui est dans vos restaurants au niveau plus spécifique, au lieu de parler plus généralement d'un convive idéal ou d'une atmosphère idéale? Évidemment, on utilise un système d'ordinateur pour suivre les clients et de suivre leurs commandes. Mais on utilise Google parfois pour faire des recherches. C'est un peu incorrect politiquement. Ça l'était du moins. Maintenant, c'est un peu plus accepté. Mais on veut savoir d'où ils viennent, leur histoire. Par exemple, si c'est un chirurgien, tout ce qui nous aiderait à personnaliser leur expérience, et il faut décider si on va le faire, parce que là, il faut utiliser des atouts psychologiques pour bien lire le client. Mais c'est très important de savoir autant que possible sur les clients. Les meilleurs clients sont ceux qui sont recommandés par des amis qui les envoient vers nous et qui nous donnent des informations sur eux au préalable. Ils viennent vers notre restaurant, on sait ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, on sait comment ils sont, et là, nous avons toutes les informations disponibles pour faire un travail optimum.
comment est-ce que vous les encouragez à faire cela? Par exemple, si moi, j'ai mangé à la Tour d'Argent et j'ai très bien mangé, comment est-ce que je devrais savoir qu'il faudrait vous appeler avant qu'un de mes amis se rende à votre établissement? En fait, c'est une tradition. On l'a vu. On l'a vu beaucoup de fois. Par exemple, chez Bocuse, j'ai fait une réservation et j'ai dit que voilà, vous avez un client qui vient à telle date. Et voilà ce qu'il faut que vous sachiez. Et la personne au téléphone savait tout de suite ce que je leur apportais. Parce que j'avais aucune commission, je n'ai pas un parti intéressé. Et j'espère qu'ils me renverront la faveur. C'est aussi important d'avoir le concierge de l'hôtel qui peut aussi nous fournir des informations sur les clients qui viennent vers nous. Raphaël, et toi, est-ce que vous faites des recherches Google? Oui, parfois. Mes restaurateurs font des recherches. On reçoit des informations qui nous viennent des concierges d'hôtel, de quelques invités de l'hôtel. C'est souvent nos collègues qui nous appellent parce qu'ils pensent que nous sommes des agences de voyage, qu'on passe beaucoup de temps à faire des réservations pour nos amis, pour nos convives. Est-il possible d'être dépassé par les informations, d'être bouleversé? Je me souviens d'une histoire qui vient de mes débuts. C'est à propos de l'hôtel Saint-Moritz. C'était et c'est toujours un hôtel palais à Saint-Moritz. Et il m'avait dit que le restaurateur avait des clés pour quelques chambres. Et dans ces chambres, il y avait tous les dossiers sur les convives, avec toute l'information sur leur femme, leur deuxième femme, troisième femme, leur enfant, leur amant. C'était très secret. Et quand un maître d'hôtel avait fini et qu'il cédait sa place, sa position à un nouveau, il devait mettre à jour toute cette information sur les nouveaux invités de l'hôtel. J'en parle avec mes restaurateurs et on prend des décisions pour protéger la confidentialité parce qu'il faut placer cette information dans un fichier, toute l'information sur le restaurant. Donc, je crois que SOAS peut très bien comprendre ce problème. Mais l'information que vous trouvez sur Google sont gratuites. Toutes les autres informations dépendent du professionnalisme de l'effectif travaillant dans le restaurant. Danny, est-ce qu'il y a des informations qui sont importantes pour vous sur les invités, sur les convives? Énormément d'informations. On entend parler aujourd'hui, les gens vivent des vies très publiques. Ce qui est bien dans les restaurants, dans les hôtels, c'est que dîner dans un restaurant c'est un geste beaucoup plus public, beaucoup plus que là où on va coucher, où on va être logé. Je ne crois pas qu'on est en train d'enfreindre des limites protégées. Si vous êtes dans les réseaux sociaux et que vous divulguez des informations, vous êtes en train de beaucoup raconter à propos de vous-même. Donc on apprend beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Leur influence, est-ce qu'ils sont très entichés de leur propre influence? Et c'est vrai que 95% des plaintes sont parfois légitimes, mais quand vous regardez en ligne aujourd'hui, vous pouvez voir que les plaintes viennent de personnes pour eux, c'est une vraie confession de se plaindre. Et donc, on n'est pas obligé, pour cette personne particulière, d'avoir des remords, parce que on voit leur comportement. Donc, quand les convives viennent vers nous, on lit leur biographie, on peut apprendre, par exemple, qu'ils avaient passé une très mauvaise année, qu'ils avaient perdu quelqu'un récemment. C'est peut-être extrême à votre sens, mais tous ces éléments informatifs
nous aide à mieux personnaliser l'expérience, le côté, le câlin, le côté chaleureux. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas un accueil chaleureux. Ils veulent qu'on leur laisse tranquille. J'ai vu des serveurs, des maîtres d'hôtel tenter de faire leur maximum pour rendre quelqu'un heureux. Mais parfois, il y a des gens qui sont au sommet de leur joie quand ils sont malheureux. Alors, ceci étant dit, on ne peut pas remplacer qui est dans votre cœur. Alors que vous ayez des informations ou non, vous êtes autoguidé d'une certaine manière de faire en sorte que cette personne soit plus heureuse en partant de votre établissement qu'à leur arrivée. Je regarde donc les championnats de baseball récemment et c'est incroyable de voir des joueurs qui sont nés avec un athlétisme inné. Mais les champions sont ceux qui étudient le jeu des lanceurs de baseball, des lanceurs de balles, les pitchers, ceux qui étudient les faiblesses et les forces. Et c'est ceux qui ont un atout spécial parce qu'ils recueillent des informations. Alors nous, qui ont toutes ces informations et qui sont préparés à être des professionnels de l'hospitalité, pourquoi pas donc développer toute la technique pour aller au prochain niveau. Et le revers de la médaille, c'est l'information sur les clients. On peut se le fournir, mais pour les convives, l'information sur les restaurants est beaucoup plus détaillée et en masse. Et ce n'est plus filtré par les guides d'autrefois, comme Michelin ou, par exemple, un conseil de tourisme. Les gens peuvent se rendre sur Yelp, TripAdvisor. Ils peuvent regarder la page taguée d'Instagram. Est-ce que vous vous rapprochez de ce que disent les gens sur les histoires qu'ils racontent sur vous? Oui, on suit de près ce qu'ils disent. C'est un miroir de notre travail, de ce qu'on fait. C'est aussi quelque chose qui est vraiment qui pour nous vraiment est un enjeu très important parce que mais en même temps on doit garder une certaine distance pour préserver notre ADN et notre vision particulière. C'est un instrument statistique merveilleux de voir toutes les revues en ligne parce que ça rend notre travail intéressant et il y a ça renforce la validité de notre travail. Nous y consacrons beaucoup de temps, on devrait le faire encore plus. Ce qu'on fait chaque jour, répondre aux attentes des clients chaque jour, ou passer plus de temps avec eux dans la salle à manger, de toute façon c'est important. On mène une enquête et on prend note s'il y a un rapport très négatif qui nous arrive. Donc, on s'y rend pour savoir notre erreur, pour connaître notre erreur, ou savoir si c'est simplement un invité qui est un peu spécial. Et vous faites attention quand vous lisez le Yelp. Oui, je lis 100% des Yelp qui viennent vers moi. Et pour tous les autres qui existent dans le monde, on utilise un service qui s'appelle Venga, V-E-N-G-A, et ils utilisent 4 ou 5 sources de réseaux sociaux, ceux que vous connaissez, et ils nous donnent un peu donc le bêtisier de comment lire toutes ces revues. Mais les restaurateurs sont aussi responsables de remercier les bonnes revues et d'essayer de pallier les effets des mauvaises revues. Si un de nos employés a reçu un grand remerciement, on prend note de cela. Oui, donc vos restaurateurs font attention, dévouent un certain temps à ces revues.
Oui, c'est quelque chose qui a changé, mais ce qui n'a pas changé, c'est que on a tendance à partager les mauvaises nouvelles, alors plutôt que les bonnes nouvelles. Et aussi, vous avez un mégaphone à portée de main qui encourage les gens à être les porteurs, parfois de bonnes nouvelles, surtout à Instagram, où on peut prendre une photo magnifique et rendre jaloux les amis, mais aussi c'est une opportunité pour les gens qui veulent faire écho des mauvaises nouvelles. Donc personne veut que ces secrets soient rendus publics, mais ces choses existaient même avant les réseaux sociaux. Et comme dès lors, c'est utile de savoir ce qu'il y a autour de nous. Et votre façon de gérer ce comportement, est-ce que cela a changé? Est-ce que toutes les interactions ne sont pas intimes parce qu'elles peuvent être racontées sur Twitter ou être déclarées sur Yelp? Est-ce que vous sentez que vous et vos employés ont changé vos comportements? Pas vraiment. Il n'y a pas très longtemps, on recevait des lettres et en fait, on en reçoit toujours peut-être 1 ou 2 par an. Et c'est l'équivalent. Évidemment, nous prêtons attention à notre réponse. Ça n'a pas vraiment changé. C'est simplement les moyens qui sont difficiles. On n'a pas besoin d'un timbre-poste pour qu'elle nous parvienne. Donc l'expérience dans la salle à manger a changé dramatiquement avec la technologie, spécifiquement avec les iPhones, qui est le nouvel instrument par excellence dans toutes les tables de restaurants. Comment est-ce que vous vous sentez à propos des iPhones? Je dois avouer, il y a 5 ans, on ne pensait pas que c'était la meilleure chose du monde. On pensait que c'était une interruption dans l'expérience. C'était quelque chose qui brouillait l'expérience directe, la conversation. Donc, il y avait beaucoup de défauts dans ce système. Néanmoins, nos établissements deviennent plus accessibles dans le monde entier et probablement il y a des convives qui viendront jamais vers nous mais qui vivent dans des zones reculées et qui pourront jouir pendant 5 secondes d'une expérience gastronomique en regardant un des plats merveilleux créés par un de nos chefs ou un des plats ludiques ou le revue de notre sommelier. Et maintenant, nous incluons les revues de Instagram et de Twitter sur nos menus. Et sincèrement, c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait il y a 5 ans. Récemment, j'ai mangé ici à New York, dans le restaurant Atara, et j'ai sorti mon téléphone et le serveur a tout de suite sorti un petit coussinet iPhone qu'il a placé près de mon assiette. Je me sentais toujours coupable de sortir un iPhone lors d'un menu de dégustation, mais c'était vraiment un bienvenu, un accueil merveilleux. Il y a un blogueur français qui s'appelle Hélène Clément, et elle disait que le téléphone mobile est la nouvelle fourchette. Et je pense que c'est particulièrement vrai. Et j'aimerais bien avoir une lame d'un côté de mon iPhone pour couper les steaks. Les Chinois disent que en premier les iPhones et après vous. Mitchell disait tout à l'heure, l'autre jour, que parfois vous faites la cuisine pour une table de 2 personnes et parfois c'est une table de 2 personnes et 400 000 participants sur Twitter. Est-ce que vous avez le sens que c'est différent de faire la cuisine pour une personne ou pour 1 million? Non, pour le moment, il n'y a pas de différence. C'est intéressant, peut-être dans l'avenir, j'y penserai. Mais ça sera la faute de Mitchell. Je dois avoir plus d'effectifs pour avoir des gens pour vérifier toutes les réservations. On va trouver une solution parce que les chiffres sont rendus publics. Daniel, est-ce que vous sentez que dans la salle à manger, il y a une atmosphère
qui est différent, qui se distingue. On sort les téléphones, on arrête de parler. Oui, c'est vrai que le téléphone représente une distraction nouvelle, mais comme je dis tout à l'heure, ça revient à la même chose. C'est toujours pareil. En 1985, quand Union Square Café a ouvert ses portes, il y a 32 ans cette semaine, je tentais toujours d'inculquer à mon équipe l'observation précise des tables et quand les yeux se posent sur le son des tables, c'est-à-dire que les gens sont vraiment penchés sur eux-mêmes, sur leur boisson, sur leur repas. S'ils le regardent en l'air, peut-être qu'ils ont besoin de questions, ils ont besoin de poser, ils ont besoin de quelque chose, peut-être qu'ils regardent l'art qui est accroché. Quand vous regardez quelqu'un qui ne regarde plus le centre, leur focus n'est plus sur le centre de la table, peut-être que vous avez l'opportunité d'améliorer quelque chose. S'il y a 4 personnes à la table, vous avez tous vu des tablés de 4 personnes qui regardent leur iPhone. Je pense que c'est nous qui sommes responsables parce que on n'a pas créé une distraction sur la table même, quelque chose qui n'intéresse pas. Donc le côté positif, c'est que s'ils s'ennuyaient, alors c'est vraiment une expression assez lourde de leur manque d'intérêt, de leur peu d'intérêt pour l'expérience. Est-ce que vous trouvez que l'expérience de l'iPhone peut être intégrée dans votre service? Je pense que mes restaurateurs en savent plus. Les iPhones ne vont pas changer nos responsabilités. J'ai écouté tout à l'heure qu'il faut avoir un moment de lâcher prise, et je ne pense pas que les iPhones nous aident dans ce sens, parce que ça prend la place d'un maître d'hôtel qui est amusant, d'une sommelière qui commence à faire le jeu des bouteilles, à verser des vins. Ça détruit un peu l'atmosphère. Et c'est sûr qu'un verre de champagne peut délier les langues et relâcher l'emprise. Mais c'est les premiers moments dans une salle qui sont tellement importants. Dans un restaurant à Paris, on n'aura jamais de musique. Ça ne fait pas partie de nos mœurs. C'est la première chose quand je viens dans une salle, c'est je sens s'il y a une véritable atmosphère. Ce qui est bien, c'est quand il y a une table de 6, 10, 12 personnes, parce que ça crée une atmosphère qui se répand vers toute la salle. Car les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas en train de parler, car ils écoutent cette table qui met l'ambiance. On a des tablés de Brésiliens, d'Américains, de Sud-Américains qui passent un bon moment. Et parfois ils disent, ils se demandent s'ils parlent trop fort. Et on leur dit non, c'est magnifique, parce que on aime beaucoup cette atmosphère et le jour qu'on ajoute de la musique, ça sera terrible. Je me rends compte maintenant de ce que vous dites à propos de la musique dans les restaurants basiques. Et vous avez vu une table qui fait un scan avec une application pour vérifier le prix donné par le sommelier, les bouteilles de vin disponibles. Ça, c'est un problème. C'est faire le shopping dans la liste des vins, c'est un peu un problème pour nous. Et la valeur, en général, est devenue beaucoup plus transparente. Dans le calcul des convives, quand ils voyagent, ils décident où se rendre. C'est une occasion spéciale, ou c'est un voyage qui tourne autour d'un établissement particulier. S'il y a beaucoup d'établissements de ce genre, il y a toujours la question de savoir s'ils vont dépenser $1000 sur un dîner, une expérience, ou rentabiliser cet argent. Et si vous avez une expérience dans la haute cuisine, c'est peut-être une trahison de l'équation d'y penser d'une manière tellement transactionnelle. Oui, pour la liste des vins, mais aussi des gens qui sont
leur blog sur TripAdvisor et qui disent que ce repas inclut et $800 et inclut les truffes, alors que l'autre restaurant offre les truffes mais seulement en supplément. Est-ce que vous pensez que les convives font plus attention à la valeur économique quand ils passent le seuil de votre porte? Est-ce que cela a changé le ton? Ça dépend des restaurants, ça dépend. Je gère des restaurants de niveaux différents. Pour ce qui est de la restauration gastronomique, le prix est une considération secondaire normalement. Pour les convives, mais pour les gens qui observent, c'est effectivement le premier problème majeur. Les menus de vin sont sur le web avec tous les prix. C'est les prix, vous décidez. Après, c'est à vous, le choix. Danny, pour vous, est-ce que vous pensez qu'il y a des convives, un ensemble de convives qui tentent de maximiser leurs dépenses? Comme vous avez dit, comme dans des restaurants comme le Modern, le Gramercy Tavern, ils n'y vont pas pour faire des économies, ça ne faisait pas partie de leur calcul. Ils veulent sortir, faire une soirée, et c'est à nous de faire en sorte que quand ils partent, ils sont heureux de leur choix. Il y a des pressions sur les prix dans la très grande catégorie de restaurants. Et il y en a beaucoup, par exemple, Union Square Café, North End Grill, Lime Lino, et des restaurants de ce genre où les gens s'attendent à un très bon repas, un serveur très, très amical, très accueillant, mais c'est pas une expérience spéciale. Et il y a presque 1000 restaurants qui remplissent ce besoin de gastronomie. Et je pense que c'est vrai que dans cette gamme, il y a une pression. Et c'est justement dans cette gamme qu'on sent les défis, parce que il y a très peu de pression. Les propriétaires d'immeubles sont en train de faire, eux, une pression sur les prix de location. Donc c'est vrai que là, il y a pas mal de pression qui se crée. Quand on parle de la restauration gastronomique, le service et l'expérience fait partie parce que les convives sont prêts à payer pour recevoir un accueil chaleureux. Mais c'est difficile dans la gamme moyenne de parler de l'expérience de salle et de l'intégrer dans les attentes des convives. Pourquoi vous dites ça? Vous êtes en désaccord? Pourquoi? Je suis en désaccord. Pourquoi vous posez? Pourquoi vous dites? Je vous demande pourquoi. Pourquoi vous dites? Pourquoi? Dans mon expérience qui est un peu différente, s'il y a quelqu'un qui prend en compte le prix, si vous êtes sensible au prix, vous êtes sensible au prix, donc au niveau des biens matériaux, par exemple, quel est le coût de ce bouteille de vin en magasin? Mais normalement, si vous décidez d'une gamme, vous avez la couverture est beaucoup plus conséquente, donc que dans la gastronomie, la restauration gastronomique fine. Vous avez ce rapport entre le nombre de serveurs et de convives qui c'est un taux plus élevé dans les 3 étoiles Michelin que dans la gamme moyenne. Un peu, mais l'attention pour chaque convive est plus ou moins la même, en moyenne. Je crois qu'on s'attend à recevoir un accueil chaleureux, peu importe le prix. Et vous ne dépensez pas de l'argent sur un choix de boucherie particulier ou un autre. Mais c'est vrai que quand on sert moins de personnes, là, ça nous ouvre l'opportunité de personnaliser l'expérience qui devrait mener à plus de services, plus d'hospitalité. Mais vous savez, j'ai eu des réponses très positives de personnes qui se rendent par exemple au Café 2 du musée d'art moderne qui sert des milliers de personnes.
Ça peut être différent aussi dans un restaurant gastronomique où il n'y a qu'un menu et un restaurant où il y a un service à la carte. C'est une grande différence. Aussi dans l'équilibre, aussi dans la rentabilité. Si vous avez un restaurant gastronomique et vous avez 20% de différence dans les coûts sur les aliments, là, vous voyez une différence. Oui, mais ce que je disais, c'est que si vous servez 1000 personnes ou 100 personnes, la personne qui vous sert ne coûte pas un grain de plus à moi en tant que restaurateur s'il sourit et il octroie un certain degré de service. Alors la question, c'est vraiment comment les former. On devrait pouvoir livrer ce genre de service. Ça serait moins personnalisé, moins raffiné, mais ça serait quand même un très bon feeling. Comment est-ce que ce processus transitoire, quelle a été cette expérience transitoire pour vous et pour votre effectif? Pour ce qui est de votre personnel dans leur degré de confort avec les attentes nouvelles qu'on voit de la part des convives. Par exemple, l'idée que l'iPhone est une partie acceptée dans le trajectoire du service. Est-ce que vous y avez pensé? Je crois qu'on a beaucoup parlé d'écouter nos clients et on est tous d'accord là-dessus. Et maintenant, j'aimerais parler de ne pas être à l'écoute des convives. Surtout, notre panel sur la technologie et ce qu'elle peut faire pour améliorer l'expérience. On a tous un système de réservation. Nous avons Gastro Online. Vous pouvez demander aux gens de remettre leur carte de crédit pour préautoriser. Nous avons des périodes d'activité pour mieux programmer le personnel dans la salle et dans la cuisine, ce qui nous permet aussi d'avoir des données plus précises parce que le client est en train de nous donner leur nom sur l'ordinateur. On est tous habitués à cause des réservations en ligne des lignes aériennes, sinon le client était au téléphone, parfois on se trompait dans l'épellation de leur nom. Donc c'est une amélioration de l'expérience et nous avons beaucoup de convives qui nous appellent. Et même si nous les aimons, parfois ils veulent partager leur vie au téléphone, ils ont envie de tchatcher et c'est vrai, et à ce moment précis, peut-être qu'on n'est pas en mesure de faire écho de ce dialogue parce qu'on a d'autres clients qui nous appellent. Donc leur expérience en ligne est très importante. Pour ce qui est donc des échéances, on a par exemple des échéances pour des réservations de 8h, 8h30, 9h. Par exemple, au téléphone, on peut dire, si on leur dit qu'on a une réservation, mais seulement pour 19h, on aura des problèmes. Mais sur Internet, ce qui nous surprend, c'est qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, ils vont nous rappeler pour leur dire qu'ils sont un peu en retard, qu'ils sont tellement heureux d'avoir une réservation. Donc en fait, c'est nous qui sommes en train de faire pression plutôt sur le convive parce que ils ne peuvent pas gronder un ordinateur, alors que pour nous c'est différent. Est-ce que nous accueillons, nous aimons tous ces changements. C'est un processus, surtout en France, où mettre votre carte de crédit n'est pas facile. Ces évolutions sont en train de prendre place peu à peu. Par exemple, la préautorisation, c'est très important pour nous parce que ça maintient le contact avec le client. Si le client n'a pas de carte de crédit, il peut penser qu'il est sur la liste noire, ça brise le rapport. Mais si on a la carte de crédit, ils vont nous téléphoner parce que s'ils sont absents, on peut charger la carte de crédit. Donc, c'est dans notre intérêt de ne pas charger
s'ils nous téléphonent. Donc, ils nous téléphonent. Ça va? Oui, merci beaucoup. Quand est-ce que vous avez l'opportunité de revenir? Donc, vraiment, c'est restreint. Ça fait partie de nos relations avec les clients. C'est très important. Danny, qu'est-ce que vous pensez? C'est pas un câlin, ça, ce genre de restreint. Qu'est-ce que vous pensez sur les restreints, sur les réservations en ligne? En 1999, on avait entendu pour la première fois de ce genre de réservation en ligne. On avait un prototype de ce genre de réservation en ligne et ça a nous permis de numériser nos archives. Et j'ai dit non, ça va pas, c'est pas bien pour les convives. Je crois que les gens ils aiment notre façon de faire des réservations et on vous dit non, on est désolé, on peut pas vous accueillir en personne. C'est très personnalisé. Mais on m'avait dit l'hospitalité, c'est quand vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc, si la personne choisit de faire la réservation sur ligne, qui êtes-vous pour dire que c'est pas possible ou c'est pas bien? Donc, pourquoi ne pas donner l'opportunité de faire des réservations en ligne pour ceux qui veulent et par téléphone pour les autres? Et donc, j'étais dans le conseil d'administration de OpenTable et j'ai essayé de faire de leurs produits plus convivial. Et je crois que c'est mieux pour les convives et pour les restaurateurs. Je ne crois pas que c'était si prometteur que ça parce qu'on n'a pas éliminé le besoin d'avoir des gens qui prennent les réservations, des gens qui disent on est désolé, on n'a pas des tables. Malheureusement, on peut pas faire les deux. Mais il y a beaucoup de nouveaux systèmes on a élaboré, on a utilisé Resi au Union Square Café et on peut le brancher à le iWatch. Donc, on peut envoyer un texto et que les convives Rosner vont arriver plus tard. Donc, c'est vraiment, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de faire comme on est dans une salle de concert. C'est plus convivial pour le restaurant. Est-ce que vous utilisez ce genre de système? Oui, on le fait et on a des nouvelles idées. On a un système de réservation propre et on l'a élaboré il y a 4 ans. Il s'appelle Carpe Diem. Et si on achète le menu dégustation 6 mois à l'avance, on peut avoir un rabat de 50%. Donc, on a fait ça pour le déjeuner ou pour les périodes où on peut donner ce genre de rabat. Et s'il y a 5 mois avant, il y a un rabat moins important, 4 mois, 3 mois, et plus s'approche à la date, moins c'est le rabat. Et c'est des prix différents pour les temps de d'autres valeurs et de bas valeurs. Mais
une table vide, c'est une table vide. On n'est pas à New York, donc on a l'intérêt de remplir le restaurant. Donc c'est pas la même chose qu'ici. On travaille beaucoup pendant les heures de dîner, pendant les heures du déjeuner. On a parfois des tables vides, donc ça donne la possibilité pour les jeunes à venir au restaurant et les gens qui n'ont pas les moyens. Donc, ce que on a maintenant sont des convives qui reviennent pour le menu de dégustation et ils utilisent toujours le rabat. Quels sont les avantages et les désavantages de développer un système propre comme vous avez, Raffaello, ou utiliser un système comme Resi ou OpenTable, où on peut pas vraiment contrôler l'interface. Bon, on l'a fait parce que quand on a commencé OpenTable, Fourchette, ça n'existe pas en Italie, ça n'existait pas. Est-ce qu'il n'avait pas le Quandu? Quandu, c'est bon, hein, c'est italien. Non, mais il n'y a pas 10 ans. Le problème, c'était que à l'époque, quand on a commencé, ce genre de choses n'existait pas, donc on a créé notre système à nous. Et maintenant, on a tous les restaurants sous le même système, mais à Paris, on parle avec la Fourchette pour comprendre comment ils travaillent et pour vraiment se débarrasser des téléphones parce que parfois à Paris, c'est mieux d'avoir la réservation en ligne parce qu'on a une réponse immédiate. Parfois, on téléphone à un restaurant, patientez s'il vous plaît, il faut attendre. Et je crois que c'est une belle opportunité. Parce qu'il y a un feedback immédiat. Je crois que le bénéfice d'un plateforme plus large, c'est qu'on fait partie d'un réseau. Du point de vue de marketing, par exemple, si je voudrais aller à Les Calabres, je voudrais y aller. Mais si je suis à Manhattan et j'ai mon iPhone, comme tout le monde, je peux aller à OpenTable. Et OpenTable, c'est exactement où je me trouve grâce au GPS et connaît tous les restaurants que j'ai visités, connaît mon goût et peut personnaliser les choix que j'ai là où je suis et où je peux aller dîner. Mais si je suis à Padoue, je vais aller vous visiter. Donc c'est pas pertinent dans ce cas-là. Mais c'est la différence entre les restaurations de destination ou l'envers. Mais les restaurants peuvent bénéficier de ça. On est à Venise aussi. À Venise, les gens ils planifient leur visite des mois en avance, peut-être pas pour le restaurant, mais pour l'hôtel d'abord. Et c'est pas Manhattan, c'est pas si impromptu. Daniel, vous avez dit que les gens sont très réceptifs aux limitations des réservations sur ligne et vous avez vu que les gens peuvent exprimer leurs vœux spéciaux et tout ça, les restrictions diétiques, c'est pas une contrainte, c'est vraiment des informations plus spécifiques. On peut changer la réservation sans téléphoner, ça peut être pendant la nuit ou s'ils sont à l'extérieur, s'ils ont des vœux ou des contraintes diététiques, des plats qu'ils souhaitent. Je crois que l'avenir va être plus sur mesure. Et on voit dans beaucoup de restaurants, on peut commander à l'avance.
Et ça serait fantastique d'avoir les commandes en avance et les convives arrivent et on sait tout de suite ce qu'ils veulent parce qu'on fait à l'avance. Et il y a aussi hors de menu, il y a des convives qui disent il y a 5 ans j'ai mangé quelque chose qui était fantastique, est-ce que vous pouvez me le faire pour ma visite? Et ça c'est bien parce que le chef peut le réinventer et c'est très intéressant pour l'équipe. Et la semaine dernière, un convive voulait 3 plats, Cato Marco Polo avec des poivrons verts et des quenelles, mais vieux temps. Et on a travaillé dessous, on le savait à l'avance et on peut le faire. Mais le problème, c'est quand le convive arrive et ils disent bon, je veux ça, c'est hors menu, mais j'aimerais bien l'avoir. Mais c'est vraiment l'enfer parce que si c'est un convive important, il faut le faire. Donc, plus on peut faire une expérience sur mesure, mieux ce sera paisible pour nous et pour les convives. Comment est-ce que vous pouvez faire les expériences sur mesure, Raphaël, avec les technologies que vous avez? Les commandes à l'avance, ça serait la rêve. C'est pas le catering, parce que comme on peut se débarrasser des maîtres d'hôtel et des réceptionnistes. Je crois qu'on peut améliorer l'offre à Venise. On a le seul restaurant à Piazza San Marco avec vue sur la place. Et les gens, ils veulent toujours avoir la table près de la fenêtre pour fêter leur anniversaire. Et donc on fait tout ce qu'on peut pour leur laisser choisir leur table. Parfois c'est un anniversaire ou des choses pour des fêtes. C'est avec des prix différents ou le même prix? On a des prix différenciés. On le fait parce que on le fait 2 fois par an. Vous pouvez le faire aussi. Vous avez... Non, pour nous, c'est toujours le même prix. Mais qu'est-ce que vous dites aux convives et disent pourquoi eux, ils sont situés là-bas? Bon, je dis qu'il y a un Dieu qui décide ça, c'est pas moi qui décide. C'est presque comme prendre un avion ou acheter des billets d'avion, payer un business class, une table business class. C'est à peu près comme le théâtre. Et Nicolas avait dit qu'il voulait faire des prix différenciés comme au théâtre. Mais ce qui est encore plus important, c'est avoir les commandes en avance pour chaque table, vraiment sur mesure. Mais le rêve, c'est vraiment après payer. Au théâtre, c'est la même chose. On a le troupe de théâtre, on a le personnel dans la cuisine, dans la salle. Ils jouent leur rôle et dans l'avenir, on peut nous payer à l'avance comme au théâtre. C'est quoi le frein pour faire ça? En France, les convives ne sont pas prêts pour ça, mais je crois qu'on a commencé ça aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez des restaurants à prépayer? Non, et je ne crois pas que ça sera l'avenir. C'est le modèle théâtre, et je crois que si vous allez
concevoir une expérience de restauration théâtrique. C'est 4h30 c'est une expérience de virtuosité, mais 90% c'est les gens qui veulent de la spontanéité et les gens aiment mieux ne pas faire les précommandes. Sans doute on le fait pour le Saint-Sylvestre, mais au resto, c'est bien, on voit un plat s'approcher à notre table, on n'a même pas vu le menu, on dit « c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils mangent ?» Et donc, je vois les serveurs qui viennent et qui passent avec le plat juste au niveau de mes yeux pour que je puisse voir ce que c'est. Et le vin, c'est la même chose. Je crois que c'est super de choisir ensemble. Et je trouverais ça triste comme patron ou comme convive de se débarrasser de ce genre de service. Merci beaucoup, Dani, André et Raphaël. Thank you so much. Merci beaucoup. Et merci aux grandes tables du monde, merci au James Beard Foundation et merci à tous qui nous ont suivis sur le web streaming. Bonne soirée.